Grand merci. Alors bon, c'est l'occasion, au nom du CEREC, de remercier Nathalie Mans de nous avoir associés donc, à cette manifestation. J'allais dire pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, c'est une occasion de plus, finalement, de nous ouvrir sur des expériences étrangères, hein, ces conférences internationales. Et puis c'est aussi en fait une occasion, sachant qu'elles ne sont pas si fréquentes que ça, d'avoir des échanges avec des acteurs, hein, de la formation professionnelle. Et c'est vrai que bon, au CEREC, on est un centre d'études et de recherche, donc peut-être qu'on a peut-être plus l'habitude d'avoir finalement les acteurs comme objet d'étude. Et là, ça nous donne une occasion en fait d'interagir dans une séquence comme celle-là. Alors, je voudrais aussi quand même, puisque c'est l'occasion un peu de rendre compte de tout ce qui s'est passé hier, de saluer le travail qui était en amont, hein, le travail préparatoire, parce que je sais qu'il a été conséquent. Alors, ce travail préparatoire, c'est aussi toute la mise en perspective de l'enseignement professionnel et la mise en question, hein, de l'enseignement professionnel qui s'est appuyé sur de nombreux travaux de recherche. Et c'est l'occasion en fait, hein, de dire j'ai eu le privilège en fait d'avoir pour préparer un petit peu cette petite intervention et très modeste intervention, j'ai eu le privilège d'avoir deux rapports, hein, qui ont été commis. L'un sur l'évolution de l'enseignement professionnel, qui s'intitule Des segmentations éducatives et sociales renouvelées, point d'interrogation. Donc, qui a été coordonné par Éric Verdier avec Vanessa Di Paola, Aziz Gelab, Stéphanie Moulet et Noémie Olympio, et qui effectivement pose cette question et répond à cette question de savoir finalement sur la question des inégalités sociales associées à l'enseignement professionnel, finalement, quels sont les mouvements, y en a-t-il, etc. Bon, la réponse est plutôt qu'il n'y a pas énormément de mouvements, en tout cas dans le bon sens. Hein, alors je vais très vite, hein, c'est très personnel, ça je tout à fait. Deuxième rapport, et qui celui-ci, en fait, donne aussi une clé de lecture à l'ensemble de la manifestation. C'est ce rapport sur orientation, formation, insertion, quel avenir pour l'enseignement professionnel, donc qui a été rédigé par Isabelle Recotier et Éric Verdier, et qui effectivement dresse après j'allais dire un état des lieux avec ce qui s'est passé autour du baccalauréat professionnel en France, une somme de questions qui effectivement finalement ont structuré, hein, l'ensemble de ce colloque. Donc voilà, donc c'était. Alors je ne sais pas si ces rapports vont paraître très prochainement ou pas, mais en tout cas c'est vraiment une invitation à la lecture, parce que je pense que tout le monde peut en retirer profit, et il y a une très bonne synthèse, me semble-t-il, de tas de choses qui sont peut-être d'ailleurs mieux connues par des spécialistes, des chercheurs spécialistes du domaine, mais peut-être pas vraiment assez connues de l'ensemble des acteurs. Alors, c'est important, ils sont sur le site, hein, du Donc, CNESCO, et ils d'accord. ont été justement, évidemment, pardon, le 8 juin, et ils sont Parfait. évidemment offerts à l'ensemble de la communauté. Donc voilà, donc vous les avez dès aujourd'hui. Alors après, je reviens sur effectivement ce qui avait été mis en avant dans l'introduction de ce colloque. Bon, si je résume, l'idée de ce colloque, c'est quand même de se laisser questionner par les expériences de pays étrangers en matière de formation professionnelle. Se laisser questionner par les expériences et leur analyse, hein, évidemment. C'est pas. Alors, je crois, hein, que grâce à nos multiples intervenants étrangers, les séances plénières de la journée d'hier semblent avoir bien réussi à nous décentrer. Hein. Alors c'était assez dense, mais c'est vrai qu'on s'est trouvé assez décentré. Personnellement, j'ai vraiment ressenti ça. Alors, sur les ateliers, j'y reviendrai après. On a un peu l'impression qu'on est revenu sur la sphère franco-française. Hein. Donc je me dis peut-être que pour la suite là, du colloque, il faudrait se laisser encore plus interroger par ces expériences étrangères. Alors, on sait bien que
voilà, quand il y a des expériences étrangères, il y a deux écueils. Bon, le premier, c'est celui du modèle à suivre. Hein. C'est ah là, c'est formidable. Alors bon, on a beaucoup en matière de formation professionnelle mis en avant l'Allemagne, hein, et en matière d'apprentissage. Hein, c'est encore un peu le cas d'ailleurs. Bon là, c'est peut-être que à l'issue des journées d'hier, ce serait la Suisse qui viendrait en tête de gondole. Bon, mais on sait bien que ça, il y a un réel risque, hein, à prendre cet angle-là et de dire il faudrait faire comme les Allemands, comme les Suisses, etc. Bon, il y a un autre écueil quand même, c'est celui de finalement se camper sur l'idée que finalement rien n'est égal par ailleurs et que finalement chacun est dans son couloir et que finalement on ne changera pas de couloir. Donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir ça en tête, mais surtout peut-être de ne pas aller sur le deuxième écueil non plus. Alors, je voudrais remercier Marius Busemeyer parce que finalement, il me permet d'avoir une trame en fait pour présenter pas mal de choses, et donc je vous propose de revenir sur les régimes de formation de compétences professionnelles qu'il a exposé hier, parce qu'effectivement il me semble que c'est quelque chose dont il faut vraiment retenir la substantifique moelle. Marius Busemeyer nous a permis de nous situer dans cette double dimension, bon, privilégié, hein, dans son analyse pour caractériser un régime de formation de compétences. Alors, vous le voyez encore, ce graphique XY, hein, alors bon, ça a un côté un peu scolaire, mais ça permet en fait de bien se situer. En général, on arrive à se situer sur deux dimensions, donc c'est très bien. La première des dimensions, c'est quand même le degré d'implication des entreprises dans la formation professionnelle initiale. Donc voilà. Très honnêtement, je ne suis pas allé chercher qu'est-ce qu'il y a exactement derrière le X, hein, comment c'est mesuré, etc., qu'est-ce que ça recouvre. Mais je crois qu'on peut en retenir l'idée générale et ça suffit. Le deuxième élément, c'est le degré d'implication de la puissance publique dans la formation professionnelle initiale. Alors avec une des questions qui est de savoir si effectivement quel est le poids qu'on accorde à la question de la certification là-dedans, mais bon voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous permet en fait de situer pas mal de choses et en tout cas de situer la France. Alors très brièvement, enfin on voit bien donc les 4 cas types. Alors d'habitude on dirait Allemagne, là c'est plutôt Suisse, où on voit donc tout à fait en haut à droite un système on va dire de production des compétences, de fabrication des compétences, dans lequel il y a un partage des rôles et une implication à la fois de la puissance publique et des entreprises. Alors on voit que c'est le cas aussi du Danemark d'ailleurs, hein, donc, et puis alors, à l'extrême opposé, bon là on voit les États-Unis, Irlande, devrait sans doute y avoir aussi le Royaume-Uni là-dedans. On est plutôt sur le régime de, finalement il y a une faible implication avec l'idée qu'on peut laisser faire les choses et que les compétences se produisent. Donc voilà, donc c'est un autre régime. Et puis, ah tiens, j'ai le droit aussi à mon... et puis alors donc nous avons la partie en haut à gauche dans laquelle se situe la Suède, hein, avec ce qu'on pourrait peut-être appeler une formation professionnelle ou étatisée. Alors bon, sachant que c'est la puissance publique, donc ça peut être l'État, ça peut être des collectivités territoriales, mais bon, voilà. Donc ça, c'est effectivement un autre type, hein, un autre régime qui est bien caractérisé. Et puis, bon, celui qui n'apparaît pas là dans le graphique, c'est le cadran en bas à droite, bon, qui est celui du Japon, dont on a finalement assez peu parlé, hein, sur plutôt un régime dit de segmentation. Donc, alors, la France, je l'ai entourée, hein, pour bien qu'on la repère. On voit bien qu'elle est du côté, enfin, dans la zone, donc Suède, etc. Donc, avec un investissement de la puissance publique qui est loin d'être négligeable, mais par contre, une très faible implication des entreprises. Ce qui est intéressant dans l'exposé qu'a fait Marius Busemeyer,
c'est que finalement, il a aussi explicité comment les choses n'étaient pas immuables, mais on fait l'objet d'une construction historique avec des points de départ qui, dans l'après-guerre, n'étaient pas si éloignés que ça. Bon, c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, on peut imaginer que des politiques publiques, alors qu'elles émanent de l'État ou que ce soit aussi le jeu des partenaires sociaux, peuvent aboutir à un déplacement de la position d'un pays. Alors, Piacort donc, a exposé une opposition entre les deux pays qui sont entourés en rouge. Alors je dis rouge, je ne sais pas si derrière moi c'est du rouge. Donc deux pays nordiques, hein, donc Suède et Danemark, avec les deux options hein, qui ont été retenues pour développer leur enseignement professionnel. Donc d'un côté, je le rappelle, la Suède, des programmes professionnels qui ont été intégrés dans l'enseignement secondaire du second cycle général non sélectif, tandis qu'au Danemark, on a fait reposer le développement de l'enseignement et de la formation professionnelle sur l'apprentissage dans des métiers spécifiques et donc un peu à l'allemande. Hein, donc voilà. Donc là, on est sur deux vraiment modèles qui sont complètement différents. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à l'heure où l'apprentissage est un peu vu en France comme un Eldorado, hein, Piacort nous montre que finalement, dans cette option, d'un côté et de l'autre, finalement, il y a des difficultés communes avec les deux systèmes, avec notamment le problème de manque de place en entreprise pour de l'alternance, avec la question du manque d'attractivité. Et puis la question du décrochage hein, qui a marqué un certain nombre d'entre nous. Il faut juste noter quand même qu'en bout de course, il reste une meilleure transition vers l'emploi, évidemment, assurée côté danois, hein, puisqu'effectivement, parmi les vertus de l'apprentissage, on a quand même, en général, celle-là qui reste. Du côté de l'expérience néerlandaise, donc exposée par Anneke Versterhuis, on voit bien qu'on a une expérience particulière avec la loi de 96 qui a intégré les écoles d'enseignement et de formation professionnelle à temps plein et les apprentissages par secteur dans un système scolaire général. Avec maintenant des certifications qui peuvent être obtenues sur les 4 niveaux hein, qu'elle a indiqués par les deux voies, système en milieu scolaire ou alternance. Elle nous a exposé ça comme effectivement avec un des objectifs qui était d'avoir finalement un système d'enseignement professionnel qui soit peut-être pas trop tributaire de cycles conjoncturels. On sait bien en France, et la période récente en témoigne, que l'apprentissage, des formations qui reposent sur l'apprentissage, elles sont sensibles à la conjoncture sur le marché du travail, puisqu'il y aura moins d'offres quand la conjoncture se dégrade, et donc ça crée quand même une difficulté. Alors, si on prend les grands enseignements, je dirais qu'il y en a peut-être deux. Le premier, c'est de dire que finalement, il n'est pas certain qu'il soit arrivé à avoir une réponse à cette flexibilité hein, par rapport au marché du travail. En tout cas, ce qui est frappant, c'est l'effondrement de l'apprentissage. Surtout au niveau 3 hein, de site. Et c'est un effondrement qu'on peut évidemment mettre en relation avec les effets de la crise, peut-être, mais qu'on peut mettre aussi en relation avec un autre élément, qui est la propension à poursuivre des études supérieures. Alors, cette poursuite des études supérieures, elle apparaît aussi dans l'exposé de Pierre Doré, qui a analysé l'histoire des CGET, hein, des collèges enseignement technique canadiens, qui ont permis à l'enseignement technique de rester attractif pour des jeunes, contrairement à la formation professionnelle qui s'est vidée de ses effectifs, en tout cas des effectifs de jeunes. Et c'est vrai que du coup, on ne peut pas s'empêcher de faire cette relation entre l'attractivité d'une voie professionnelle ou technique et puis se déboucher sur l'enseignement supérieur.
D'ailleurs, David Arena, dans son exposé sur les différents pays dont il a analysé les évolutions, il prend dans les 5 dimensions qu'il mentionne, hein, il y a 7 dimensions de la poursuite, des perspectives, des possibilités de poursuite d'études. Donc voilà. Alors cette insistance, elle interroge quand même, hein, cette insistance sur les perspectives de poursuite d'études. Elle est quand même assez révélatrice d'une considération implicite. C'est que finalement, former un métier de niveau ouvrier, voire peut-être même de technicien, serait pas suffisant, voire indigne de l'enseignement professionnel. Et on a quand même ce sentiment que tout se passe comme si on luttait contre un risque de disqualification de cette voie de formation secondaire. En fait, ça fait partie d'une considération incontournable. Et de ce point de vue-là, la France est loin de faire exception, hein, et l'exemple du baccalauréat professionnel est tout à fait illustratif, hein. Alors, c'est d'ailleurs tout à fait bien analysé là, dans les rapports, hein, que j'ai signalés au début, où effectivement, on voit que, en fait, dès le départ, le baccalauréat professionnel a été affiché avec un peu cette double perspective. Mais alors évidemment, le passage à 3 ans a clairement déplacé le curseur. Et effectivement, cette politique, finalement, on se demande si elle ne transforme pas, finalement, de formation professionnelle qui était effectivement sans doute à l'origine les premiers bacs pro, voilà, plutôt industriels, etc., vers des formations qui effectivement prennent une place particulière dans un cursus qui effectivement se complète. Alors, concernant cette question de la dignité des voies de formation et de la voie de formation professionnelle, c'est vrai qu'on a plutôt le sentiment, en écoutant l'exposé que nous avons eu, que le modèle suisse semble réussir le pari de l'égale dignité, hein. Alors, non pas seulement parce que on inscrit dans la Constitution, hein, ça m'a vraiment frappé, de même que d'ailleurs des choses intéressantes, hein. En Allemagne, c'est le fait de pouvoir offrir des places en apprentissage dans les entreprises fait partie aussi quasiment de la Constitution. Enfin bon, les collègues allemands pourraient peut-être compléter ça cet après-midi, mais c'est vrai que c'était quand même un élément qui est assez marquant. Bon, alors ça peut, on pourrait très bien inscrire des choses dans la Constitution française, pourquoi pas, ou en tout cas là-dessus, mais bon, il n'est pas sûr que ce soit suffisant. Alors, le modèle suisse semble réussir le pari de l'égale dignité des voies de formation, non plus sur la base des salaires des apprentis, hein, parce que Paul Ryan nous a montré que finalement, il était plutôt au bas de l'échelle en salaire relatif, hein. Bon, il faut toujours convertir les choses, mais c'est peut-être ce point de vue-là qu'il faut adopter pour comparer la rémunération d'apprentis dans différents pays. Et en fait, on a plutôt cette impression que le modèle suisse réussit ce pari de l'égale dignité par ce qu'on pourrait appeler une massification, en fait, hein, de l'enseignement professionnel, comme on a en France la massification de l'enseignement supérieur. Bon, voilà. Donc à partir du moment où il y a 2 tiers de jeunes qui sont orientés sur cette voie-là, alors l'autre voie, là je renvoie vers le fameux numéro de la revue Formation Emploi, l'autre voie reste, hein, une voie de super excellence, hein, donc on n'a pas de voies qui sont complètement égales socialement, mais voilà, on a quand même cette voilà. Je veux juste rappeler qu'en France, c'est 36% quand même, hein, des jeunes qui s'orientent au niveau du secondaire sur la voie professionnelle. Alors, on peut se demander si finalement cette question-là de l'image de la formation professionnelle a une relation ou pas avec le degré d'implication des entreprises dans la formation professionnelle initiale, dans un système dual notamment. Et bon, donc je reviens sur ce graphique, et effectivement, bon, est-ce qu'effectivement, il serait intéressant, hein, de regarder si on a une corrélation entre cette dimension implication des entreprises et, je vais dire, l'image de la formation professionnelle au sein des différents milieux sociaux.
Alors, Alexandre Etienne nous a livré quelques recettes pour que les milieux économiques s'impliquent davantage dans les formations par alternance. Bon, on peut en rappeler quelques-unes, associées aux réflexions prospectives. Bon, ça je vais dire, ça mange pas de pain. Associé à la définition des contenus de formation, on a l'impression qu'en France, quand même, c'est un peu le cas, mais c'est quand même quelque chose qu'il faudrait regarder de plus près. Jusqu'où dans la construction des certifications. Bon, voilà, c'est un peu le... on voit bien aussi que un des points sur lequel a insisté Alexandre Etienne, c'est montrer aux entreprises que finalement l'apprentissage, l'investissement dans l'apprentissage, c'est rentable. Ça, c'est effectivement... peut-être qu'il faudrait davantage avoir d'ailleurs au niveau des études et de la recherche des éléments sur cette dimension-là. Un autre aspect, c'est quand même ce qui est les cours interentreprises qu'il a mis en avant, puisqu'en fait, c'est vraiment dans l'implication, qualitativement, ça veut dire qu'effectivement, les entreprises organisent de la formation. Voilà. Et puis, il y a un autre aspect qu'on peut retenir, c'est cette reconnaissance de la qualité d'entreprise formatrice. Et effectivement, la notion de qualité est sans doute aussi un point essentiel. Bon, je pense qu'effectivement, dans le système français, on pourrait s'interroger pour savoir finalement comment la qualité de l'alternance, alors que ce soit pour les stages, pour l'apprentissage, est recherchée, vérifiée, attestée. Voilà, c'est quand même des... Alors finalement, après cette intervention-là, et en ayant ce graphique toujours sous les yeux, la question qui est posée est peut-être de savoir si la France veut, peut-être peu, mais veut d'abord, glisser à droite du graphique. C'est une vraie question. Alors donc là, j'ai plutôt le sentiment, à écouter certains échanges d'ateliers, que c'est pas si évident que ça qu'on le veuille. On a peut-être parfois l'impression qu'il y a un accord qui est convenu sur le fait que les entreprises n'ont pas vocation à être des opérateurs de formation. Bon, alors... C'est vrai que la question qui se pose, et là il faut se laisser interroger par l'expérience d'autres pays, bon, les entreprises françaises, dont certaines ont autrefois créé leurs propres écoles de production, seraient-elles à ce point différentes des entreprises allemandes? Moi, ce qui m'a marqué dans de récents échanges avec les collègues du BIBB, c'est de voir à quel point, quand on discute de la fabrication des diplômes, de la formation professionnelle, des processus dans lesquels il y a des parties prenantes différentes. Finalement, le premier souci, c'est pas tellement de savoir qu'est-ce qu'on va enseigner dans les centres de formation, c'est de savoir quels vont être les programmes de formation dans les entreprises. Et ça, j'avoue que bon, c'est quelque chose qui peut nous interroger. Alors, ce serait peut-être une révolution copernicienne, voilà, mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu c'est sans doute des choses comme ça qu'il faut peut-être approfondir. Alors, de manière générale, j'ai peut-être un peu dit tout à l'heure, la première série d'ateliers dont la production collective a été largement stimulée par les expériences françaises et dont je salue la richesse en ayant lu les premiers rendus. En fait, je n'ai pas lu qu'on s'était beaucoup appuyé sur cette déstabilisation par les modèles étrangers pour effectivement faire des recommandations et des propositions. Donc mon sentiment, mais c'est issu d'une impression de lecture rapide et nocturne, donc je me réserve le droit de revenir là-dessus, mais mon impression, c'est qu'effectivement, on a plutôt été sur des propositions qui vont peut-être dans un sens d'ajustement, mais dont on pourrait peut-être essayer de voir comment elles peuvent s'inscrire dans
j'ose pas dire dans un changement de régime, mais dans de quelque chose qui effectivement amènerait des changements peut-être plus structurels, avec des ambitions peut-être plus fortes aussi. Voilà. Alors, moi j'ai constaté plutôt en lisant les comptes rendus que l'appel à préconisation avait plutôt bien fonctionné. Hein. Donc je salue le travail notamment des animateurs d'ateliers qui, dans la plupart des cas, ont visiblement tout à fait assuré cette phase finale dans les échanges. Je vais dire, il y a peut-être une exception, mais c'est même pas sûr si on lit vraiment bien. Alors, bon, alors je ne vais pas faire la synthèse des 9 ateliers, hein, ce serait périlleux, fastidieux, et ça m'amènerait complètement en dehors du temps dont j'y dispose. Alors, moi, il me semble qu'effectivement, si on regarde l'ensemble des éléments et des questionnements et des préconisations, il faut qu'on revienne sur cette question que Pia Corte, dans son exposé, a positionné à la fin. Que doit être le principal rôle de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel dans la société contemporaine? Alors, quand on dit enseignement professionnel, il me semble que dans les échanges, on peut avoir de petites divergences sur les contours. C'est vrai que si on parle de l'ensemble de la formation professionnelle, y compris l'enseignement supérieur, on ne va peut-être pas dire les mêmes choses que si on parle de l'enseignement professionnel sur, on va dire, le secondaire, le deuxième degré secondaire. Donc voilà. Donc il me semble qu'on est plutôt sur cet enseignement professionnel secondaire, et que du coup, on a des interrogations qui vont se porter comme étant un segment du système éducatif qui est aujourd'hui en France largement ouvert vers d'autres segments du supérieur. Je vais juste rappeler qu'on a plus de 40% des bacheliers professionnels qui poursuivent une formation par différentes voies, hein, pas seulement par après le baccalauréat. Alors, ils poursuivent, mais ils n'y réussissent pas toujours. Et c'est sans doute là une des grosses interrogations qu'on a en face à nous. Alors, plutôt que finalement de faire un inventaire, hein, que je ferai très mal, hein, d'ailleurs, de l'ensemble des préconisations vers lesquelles, ou des recommandations vers lesquelles ont abouti les ateliers, il me semblait important finalement, en repartant de cette réponse à la question du rôle principal de l'enseignement professionnel, de situer, en fait, par rapport à quels enjeux, en fait, on peut situer ce segment. Alors, il y a à la fois un rôle social et un rôle économique. Alors j'ai hésité longuement. Hein. Finalement, je vais commencer par le rôle social parce qu'effectivement, en France, on peut vraiment pas s'en abstraire. Hein. Alors c'est partagé avec pas mal de pays. Hein. Alors c'est vrai que la question qui est ouverte, c'est celle de l'attractivité pour tous les milieux sociaux. Alors de ce point de vue-là, encore une fois, je reviens sur les rapports, hein, le rapport qui est plus centré sur les inégalités sociales associées à la science professionnelle, a montré qu'on est encore loin du but et que le bac pro à 3 ans n'a pas fondamentalement changé la donne. Hein. Je veux dire, c'est à peu près toujours les mêmes qui vont dans la filière professionnelle. Hein. C'est pas alors ils y vont peut-être avec d'autres perspectives, peut-être de meilleures perspectives qu'avant, mais c'est quand même ça le constat. Alors, c'est vrai que face à ça, dans les ateliers, la question de l'ajout d'expériences de mobilité internationale, le fait de pousser de certains éléments vers l'excellence, voilà, ça peut être effectivement des pistes pour rendre cette voie plus attractive. Dans un atelier, on a pas mal mis en avant la question, le rôle que peuvent jouer des échanges entre jeunes, donc anciens et nouveaux dans ce cycle de formation professionnelle.
Il y a une question qui est celle de l'orientation dans les spécialités, qui a été également traitée, parce qu'effectivement, parler de l'orientation et la formation professionnelle sans parler des différentes spécialités que les composent, c'est un peu parler d'une quasi-abstraction. Et de ce point de vue-là, on voit très bien qu'en France, il y a quand même encore beaucoup de choix contraints sur la spécialité. Et donc c'est l'expérience de seconde orientation progressive donc de l'Académie de Versailles qui a été discutée dans un atelier est intéressante. Alors, malgré ses limites, hein, qui ont été d'ailleurs bien signalées dans l'atelier, mais en fait, elle montre tout ce qu'il faudrait mettre en place et le temps qu'il faut se donner, l'organisation qu'il faut se donner pour qu'effectivement, il y ait une réelle... si ce n'est une éducation des choix, enfin c'est plus qu'une éducation des choix, il y a vraiment tout un... Et c'est quasiment un programme en fait hein, qui est devant. Voilà. Avec une question qui me semble revenir aussi, c'est dans tout ce qui est dispositif, la question essentielle c'est de savoir, je vais donc être très rapide sur la deuxième volet, ça va être de savoir comment et quand le jeune devient sujet. Hein, parce que ça, c'est quand même et c'est peut-être le défi, en fait, hein, qui est assez central. Alors, je passe assez rapidement sur la question de la persévérance scolaire. On dit plus décrochage en France, hein, du point de vue... Mais bon, avec les différents dispositifs. Je n'ai pas le temps non plus, en fait, de trop aborder la question de la poursuite d'études, Bac-3, Bac+3. Mais voilà, le rendu de l'atelier, finalement, on repose cette question de savoir comment s'organise un cursus qui va maintenant avoir une ambition Bac+3, ce qui du coup relativise hein, le segment formation professionnelle secondaire. Hein. Enfin, alors, la question c'est aussi, est-ce qu'il faut systématiser toute spécialité, parce qu'on voit bien qu'il y a des spécialités où effectivement aujourd'hui ne pas miser sur ce Bac-3, Bac+3 serait pas forcément mettre en difficulté d'insertion, en tout cas les jeunes. Il y a quand même un certain nombre de spécialités où on reste avec des qualifications et des besoins qui effectivement persistent. Hein, sur voilà. Alors je vais donc beaucoup plus vite sur le rôle économique de construction de compétences pour l'économie. J'aurais pas le temps de revenir sur l'intervention de Diribarne que j'ai pas mentionné parce qu'elle était en fait mais qui enfin je pense qu'il y a un matériau qu'il a fourni, il faudrait quasiment 1 heure ou 2 heures pour vraiment parler correctement, mais je voulais signaler qu'effectivement la question de la construction de compétences pour l'économie, c'est une sacrée question, hein, c'est une sacrée question. Alors évidemment je reviens lourdement sur l'implication des entreprises et professionnels, des partenaires sociaux pour cette co-construction de compétences. Alors, associer à ça la question de la reconnaissance de tout ça et la co-construction des certifications. Alors, comment dire, en France, hein, un des lieux incontournables, c'est les CPC, hein, pour les commissions professionnelles consultatives. Et effectivement, on voit qu'il y a une aspiration très claire, en tout cas des partenaires sociaux, à prendre plus de place peut-être là-dedans. Moi, je pose juste la question de savoir quelle est la relation entre ce point-là et le précédent. Voilà. Parce qu'encore une fois, si je reviens sur le cas de l'Allemagne, je vais dire forcément que la question ne se pose même pas. Parce qu'effectivement, à partir du moment où les entreprises sont fortement impliquées dans la formation et se voient en fait inculquer des programmes de formation, cette question se pose à peine. Alors, la question des types de compétences, il y a eu un atelier sur les compétences non académiques notamment. Enfin, voilà, donc là, je pense que c'est aussi une expérimentation dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui est effectivement intéressante, mais qui pose la question de savoir comment quelque chose qui est complètement marginal et en marge du système peut prendre place dans le système. Ça, il y a encore une réflexion à avoir là-dessus. Et au final,
je voulais quand même, et peut-être plus pour la suite, pour les ateliers à venir, il y a quand même une question de la régulation des flux par spécialité, sur le territoire, qui est une question à aborder, qui est une question très sérieuse. Moi, j'estime qu'on a quand même en France des travaux qui ont montré que quand on prend les spécialités vers lesquelles se trouvent orientés pas mal de jeunes, enfin, à l'issue de la troisième, je vais dire, et surtout pas mal de jeunes filles, donc dans tout ce qui est tertiaire administratif, etc., on constate deux choses. Premièrement, c'est que l'insertion à l'issue d'une formation secondaire, même bac pro, sur ces secteurs-là, elle est extrêmement mauvaise, pour ne pas dire plus, catastrophique. Et on sait très bien pourquoi. Parce qu'effectivement, il y a une concurrence par les niveaux supérieurs. Bon. Et deuxième constat, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui vont là-dedans, non pas parce que c'est leur premier vœu. Donc ce n'est pas les besoins d'économie qu'on peut mettre en avant, et ce n'est pas les aspirations des familles, des jeunes. Donc c'est vrai que c'est quand même, il y a un vrai paradoxe dont il faut arriver à sortir. Et effectivement, on peut même se dire que très logiquement, et je finirai là, très logiquement, c'est les meilleurs élèves qui devraient être orientés, enfin c'est en tout cas des élèves qui ont des compétences scolaires assez fortes, qui devraient être orientés sur ces voies-là. C'est absolument pas le cas. Donc voilà, donc c'est vrai que là, il faut effectivement, il faut que la question soit sérieusement ouverte, sans négliger les logiques d'appareil et de gestion des flux, etc. Mais je ne vois pas comment on peut se satisfaire d'une situation comme celle-là. Voilà, désolé d'avoir un petit peu mangé du temps pour les suivants. Merci beaucoup.